Aïssa Milani, vous êtes franco-syrienne, vous êtes une chercheuse, vous avez fait de la chimie, c'est de l'informatique, et vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Nostia, qui regroupe des chercheurs syriens, c'est travaillant avec la Syrie, et d'une autre association qui s'appelle la FAMIA. Mais depuis le début du conflit, vous consacrez depuis le début de cette guerre d'agression occidentale contre votre pays, vous consacrez tous vos efforts à défendre votre pays et vous êtes militante à l'Union des peuples syriens et aussi à la coordination pour la souveraineté de la Syrie et contre l'ingérence. Là, vous venez d'effectuer un voyage d'à peu près un mois, je pense, en Syrie. Alors, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Alors en fait, je suis franco-syrienne et à ce titre, effectivement, je suis très engagée, je peux dire, dans le combat dans les deux pays, aussi bien en France qu'en Syrie. Je me sens concernée par les positions françaises, hein, mais tout aussi bien par ce que vit mon pays, mon peuple, particulièrement depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, je me suis mise à aller très régulièrement en Syrie euh, pour savoir la réalité des choses. Parce que très vite, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait d'énormes mensonges. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait une convergence, en fait, entre les médias mainstream, qu'on peut appeler, les médias occidentaux, c'est-à-dire la CNN, la BBC World, France 24, et de l'autre côté, certains médias arabes qui sont très liés aux occidentaux, comme Al Jazeera, Al Arabiya, Al Hurra, qui parlait vraiment d'un seul souffle, hein, et dans une seule ligne dès le début, dès les premiers jours des événements. Et je peux dire quand même que moi qui suis en France, parallèlement en France aussi, il y a eu un foisonnement d'informations, pas d'informations, mais de réunions publiques, hein, par l'ensemble des centres d'études, de recherche, etc., l'IREMO, l'IRIS, l'école des hautes études scientifiques et économiques et sociales, tous les centres de recherche, hein, qui ont commencé à faire des week-ends, hein, sur le printemps arabe, hein, et des conférences à midi, le soir, etc. En fait, tout le monde ciblé de manière très particulière, hein, ciblé C'était le donc printemps une arabe. campagne. Hein. C'était Une donc une campagne. véritable campagne, je peux dire quand même, une campagne de manipulation de l'intelligentsia qui existe en France, mais qui est principalement composée quand même d'intelligentsia arabe. Donc en fait, c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellée. Et puis très vite, hein, une réunion à l'Institut du monde arabe organisée par Juppé, qui a avec l'IRIS, avec aussi tous les responsables de stratégie du Quai d'Orsay, avec le directeur de l'IFPO, de l'IFEAD. L'IFEAD, c'est le centre d'études du Moyen-Orient, en fait, l'Institut français d'études à Damas et au Proche-Orient, l'IFPO, et il y avait aussi les responsables d'échanges économiques aussi entre le Moyen-Orient et la France. Plus, alors, ceux qui étaient invités, c'était des délégations d'activistes, hein, appelés activistes de tous les pays arabes. Donc tout le monde était représenté. Il y avait les Égyptiens, les Tunisiens, les Libyens. Et aussi, alors par contre, il y avait le responsable de communication du roi de Jordanie. Là, c'était l'officiel. Et du côté marocain, c'était aussi des officiels. La composition très bizarre et étonnante. Et en fait, on comprend par la suite pourquoi.
Et en fait, tout le monde a dit, il y avait aussi des responsables du Ennahda, du parti Ennahda, et des responsables Les du islamistes en parti, Tunisie. les islamistes en Tunisie et les islamistes en Égypte. Et en fait, dans cette réunion, tout le monde a parlé. Alors les jeunes ont parlé, ont expliqué qu'ils ont été, ils ont suivi des stages payés par des ONG, des stages avec les amis ukrainiens et en Ukraine, et puis payés par les ONG qui sont, elles, alors des ONG sous différentes nominations, du style les ONG pour la démocratie, les ONG pour National Endowment for Democracy, etc. Les ONG démocratie, anglo-américaines. voilà, anglo-américaine, c'est bon. Et donc, ils sont allés à ces stages, et dans les stages, on leur a montré comment il fallait rentrer dans les villes par la campagne, comment il fallait investir les campagnes d'abord, rentrer et se faire accepter par les bidonvilles autour des villes, par les quartiers pauvres, comment il fallait investir les quartiers pauvres et puis attaquer les villes par les quartiers de la périphérie, etc. Donc c'était des stages de guérilla, grosso modo. En gros, c'est ça. Et puis d'un autre côté, aussi des stages Internet, donc de Photoshop, comment dire, de réseaux sociaux, de comment communiquer avec les autres, de comment fabriquer des films, comment informer, entre guillemets, je peux dire comment déformer l'information, etc. En fait, tout a été dit et de manière très très ouverte. Et puis à ce stade, je peux dire que le livre de M. Éric Denessé, qui est la face cachée des printemps arabes, M. Denessé est quand même le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, qui, dans ce livre, confirme exactement, enfin, il relate exactement les mêmes faits qui ont été relatés par ces jeunes dans cette réunion. Alain Juppé, il est resté toute la journée du matin au soir et il a pris le micro à la fin de la journée pour dire j'en conclus que désormais notre politique était erronée avec les pays arabes. Désormais, il va falloir qu'on travaille avec les frères musulmans et que de toute façon, il faut qu'on revoie notre copie et qu'on recommence autrement. Alors, lorsqu'on voit ça de l'extérieur, on voit des destructions terribles, terribles, terribles du pays. Et on se demande comment est-ce que la population syrienne fait face. Parce que cette population reste quand même mobilisée pour son pays et contre ces djihadistes. Alors, comment est-ce qu'elle fait face? Alors, je reviens pratiquement un petit peu à la première question que vous m'avez posée, qui est comment se fait-il que le pouvoir tienne? Le pouvoir tient parce que d'abord, le peuple est très uni, le peuple syrien. Et en fait, on a voulu faire une attaque confessionnaliste pour casser cette unité. Mais c'est une unité qui dure depuis des millénaires. Nous avons toujours vécu ensemble et ça ne se casse pas en 2 jours comme ça. Et en fait, donc plus ces attaques sont fortes, plus le peuple s'unit entre lui. Les différentes composantes du peuple syrien se cimentent et s'unissent contre ces invasions. Alors, je peux dire des exemples qui m'ont vraiment touché très, très profondément. C'est le nombre d'associations, de courants, de jeunes, de moins jeunes, de femmes, d'hommes, etc., qui se sont faits spontanément pour l'entraide. Je peux dire qu'à l'intérieur, il y a 3 millions de personnes déplacées, 3 peut-être un peu plus, on frise les 4 millions aujourd'hui. Il n'y a pas une personne qui couche dehors. Il y a moins de SDF donc, en Syrie qu'en France. Ah ben oui, sans aucune difficulté en fait. Beaucoup de centres d'hébergement ont été mis à disposition par l'État, qui ne sont d'autres que des écoles, des cités universitaires, des gymnases, etc. Donc vraiment, personne n'est dehors. Ça, c'est quelque chose de très louable. Mais en plus, tout le monde reçoit son panier repas tous les jours et tout le monde est soigné tous les jours. Donc les médecins vont aussi
faire les visites médicales, etc., font même les vaccins des enfants, etc., parce que, bon, c'est une situation où il y a quand même une grande densité de population en peu d'espace, et il y a quand même en hiver beaucoup d'épidémies, de grippe, de rhume, etc., surtout que il y a en même temps un manque de mazout et de fuel pour se chauffer. Il y a eu des appels officiels à tous les réfugiés qui sont partis à l'extérieur pour qu'ils rentrent au pays, pour qu'ils se fassent aussi respecter, parce que tout le monde est respecté et protégé à l'intérieur, alors que les camps de réfugiés en Jordanie se sont transformés en camps à la solde des Qatar qui viennent, les hommes du Qatar qui viennent acheter des filles de 7 ans, 8 ans, 10 ans, etc., pour soi-disant, les épouser. C'est absolument effarant. Et des réseaux de prostitution qui se mettent en place de toutes les filles syriennes. Voilà, donc l'État syrien appelle tous les réfugiés à rentrer au pays et en leur promettant une amnistie, même s'ils faisaient partie des djihadistes, il y a des amnisties. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'amnisties ces derniers Alors, temps. effectivement, il y a eu beaucoup d'amnisties. Je peux dire que depuis tout le temps, enfin depuis un an plus spécifiquement, donc il y a eu appel après appel aux jeunes de rendre leurs armes. Je rappelle le premier appel, Hillary Clinton a tout de suite réagi, non, non, ne rendez pas vos armes, il est hors de question, etc. Alors qu'il y avait beaucoup de jeunes qui pensent avoir été grugés, en fait, tout simplement. Ils pensaient que c'était la révolution et ils se rendent compte que c'est un plan impérialiste pour casser la Syrie. Donc, ils avaient peur parce ils sont allés loin et ils sont allés jusqu'à combattre et ils se sont dit, ça y est, c'est cuit pour nous, on ne peut plus refaire marche arrière. Et là, il y a eu quand même beaucoup de campagnes qui les rassurent qu'ils vont être Je crois que même il y a bien traités, des etc. médiateurs qui, Voilà. dans la population, tentent de médier entre des groupes de Syriens qui se sont opposés par les armes. Absolument. Alors là-dessus, je peux dire qu'il y a eu pendant toute l'année dernière, pendant tout 2012, hein, et parce que je suis restée 3 mois en 2012 en fait en Syrie, il y avait tous les jours dans chacune des villes 200 à 300 amnisties. Donc beaucoup de personnes sont revenues et ils se sont repentis, si je peux dire, parce qu'ils étaient vraiment, ils se sont rendus compte qu'ils étaient trompés. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, mais à chaque fois que, comment dire, on sent que les choses vont se terminer, que la population a bien pris conscience, etc., il y a une affluence de djihadistes de l'extérieur. Comme là maintenant, par exemple, à partir du moment où il y a eu même des pans entiers de l'ASL, ce qui n'est déjà pas très nombreuse, mais des pans entiers de cette ASL qui se rendaient avec leurs armes, en fait, tout de suite, l'Europe affirme que, enfin pas l'Europe, non, la France et l'Angleterre affirment qu'ils allaient réarmer l'opposition syrienne, entre guillemets, et que, quelle que soit la décision de l'Union européenne, en fait, qu'ils allaient surpasser les décisions de l'Union européenne, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Il y a eu énormément, une très grande affluence d'armes qui est arrivée en Syrie. Et là, ils disent, bon, on peut se dire, Il y a quand même les Français qui sont qui revenus reculent, qui ont reculé sur ces positions. effectivement. Alors, M. Hollande recule sur cette position, d'abord parce qu'il y a beaucoup de personnes en France qui ne sont pas d'accord, mais aussi parce que je pense il est important, enfin la France a sa place qui est plus aux côtés des pays dits de l'Est, je veux dire aux côtés de la Russie, de la Chine et des pays du BRICS,
naturellement, plutôt que du côté des Américains qui ne veulent que des vallées qui obtempèrent. Et que pour moi, là, en tant que citoyenne française, je parle, il est important que la France reprenne aussi sa souveraineté face au diktat américain et face à cette structure de l'OTAN qui fait vraiment perdre la souveraineté à la France, et que la France arrive à avoir des rapports corrects et directs avec les autres pays, y compris avec la Syrie et les pays du Moyen-Orient, sur une base de respect mutuel, sur une base d'échanges gagnant-gagnant, mais aussi avec tous les pays du BRICS, basés sur la souveraineté des uns et des autres, hein, qu'on arrête ces rapports de maître à valet, en fait, ce qui est absolument inacceptable dans le monde. Là, vous parlez de la France et de la Russie. Et récemment, donc je pense le 8 avril, le président Poutine, qui est en voyage en Allemagne actuellement, avait donné une interview à la chaîne ARD allemande dans laquelle il a dit, d'abord il a appelé à une cessation de tous les envois d'armes à tous les camps du conflit, tout en disant que la Russie était parfaitement légitime de soutenir un État légitime dans la région, alors que les Occidentaux ne le sont pas parce qu'ils sont en train de soutenir des bandes armées qui sont complètement illégitimes, aucune légitimité contre un État constitué. Mais il a dit, voilà, il faut arrêter tous les envois d'armes. Et dans ce contexte-là, il a mentionné le fait que lorsque François Hollande était en voyage à Moscou récemment, il aurait évoqué certains plans que lui, Poutine, estime réalistes et qu'il pense que les diplomates doivent s'y pencher pour passer éventuellement à une phase de réalisation. Est-ce que vous connaissez quoi que ce soit à ce de quoi il parle? Alors, personnellement, je ne sais rien de ces différents plans, de ces différents points, mais je pense que Poutine a tout à fait raison d'appeler la France à la raison en ce qui concerne la Syrie, d'une part, que de toute façon, l'État légitime syrien, c'est l'État actuel, et que déjà le pas qu'a franchi la Ligue arabe, hein, la délégitimise hein, elle-même, hein, parce qu'elle devient le défenseur de ceux qui sont en train de pousser des bandes armées en Syrie et de les soutenir face à un État légitime et une armée régulière légitime aussi du pays, qui est une armée, je le rappelle, de conscription et qui regroupe tous les pans de la population, et pas du tout, comme il raconte, c'est une armée alaouite. Ce sont vraiment des termes qu'on n'a jamais pu utiliser, qu'on n'a jamais utilisés en Syrie, et ils sont en train de créer un état de fait de ces concepts-là, qui sont des concepts de division et de guerre civile. Donc là, c'est un premier point. Le deuxième point, je reviens quand même à la position de la Russie, à Poutine, c'est que je pense que lorsque François Hollande est parti en Russie, il est parti avec 130 hommes d'affaires et représentants de sociétés. Ils ont signé un certain nombre de contrats avec la Russie. Et je pense que dans son discours, Poutine rappelle aussi cet aspect-là, des projets communs éventuellement, etc., entre la France et la Russie. Et je crois que c'est important, effectivement, que la France se penche sur ses propres intérêts et sur les intérêts du peuple français, plutôt que de se pencher sur les intérêts des Britanniques et des Américains pour dominer le Moyen-Orient et dominer son pétrole et son gaz. Parce que de toute façon, la France a toujours été la première qui part en tête et qui est aussi toujours le parent pauvre en fin de compte quand les choses se soldent. On a bien vu comment ça se passe en Libye aujourd'hui. L'occupation, c'est l'occupation de l'armée américaine en fait qui se fait en Libye. C'est clair que la Russie a joué un rôle capital dans la résistance de la Syrie face à cette agression, mais il y a d'autres choses qui ont aussi été très actives, comme par exemple les églises. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu en Occident parce que ça n'a pas été rapporté, mais il y a eu toute une intervention des églises chrétiennes au mois de février dernier. Peut-être vous pouvez en dire un mot.
Alors, je crois que les églises jouent un rôle très important, mais en Orient, et avec effectivement la visite du pape déjà en 2011, du pape Benoît XVI. Et clairement, il a demandé et il a appelé à ce qu'on cesse les violences et on cesse l'armement des différentes parties en Syrie. Deuxièmement, il y a eu l'intronisation du patriarche d'Antioche. Mais je voulais rappeler qu'Antioche, elle existe, c'est Antakya qui existe aujourd'hui dans le Sanjak d'Eskenderun, Alexandrette, qui est sous domination turque, mais qui est la capitale de la Syrie antique et de la capitale de la Syrie chrétienne, de la première église des églises syriennes, en fait. Hein. Et le patriarche, donc, il est le patriarche d'Antioche et de Damas, et il est intronisé à Damas. Pour cette intronisation, il y a eu le cardinal Bshar al-Ra'i, qui est le cardinal maronite, qui est le patriarche, mais qui est devenu cardinal récemment aussi, maronite du Liban, qui est allé en Syrie pour cette intronisation, qu'il y a eu toutes les églises syriennes réunies, mais aussi tous les responsables, tous les imams religieux musulmans. Mais je pense que c'était une image absolument émouvante et fantastique, hein, de l'unité et du désir de la solidarité et du désir d'unité et de la réalité, c'est pas qu'un désir, de la réalité de l'unité de l'ensemble des formations, si on peut dire, religieuses en Syrie et de la population. Puis, dernier point, c'est ce grand mouvement de dialogue qui est lancé, et qui est lancé aussi bien sur les médias. Tous les médias officiels aujourd'hui, on dialogue, on discute de politique, on discute de comment on va construire, de comment on va aider, de ceci, de cela. Et tous les partis et opposants politiques y ont accès. Il y a eu plusieurs appels d'ailleurs invitant les différentes oppositions à intervenir à la radio, à la télévision, etc. Et donc tout le monde participe. Et aujourd'hui, il y a une vie, je peux dire, démocratique, hein, en Syrie aujourd'hui, qui discute de tout. Il n'y a pas de tabou et tout le monde, jeune, moins jeune, vieux, comment dire, des personnes organisées dans des partis politiques comme des personnes qui ont juste des opinions politiques, qui ne sont pas organisées dans des partis politiques. Tout le monde s'exprime et il y a partout des forums de débat politiques. En même temps, il y a aussi beaucoup d'initiatives populaires pour non seulement la réconciliation, mais aussi pour la résolution des problèmes quotidiens des populations. Je rappelle quand même que la Syrie, malheureusement, vit aujourd'hui au rythme des voitures piégées, au rythme des kidnappings, des rançonnages, des vols, des viols, et tout ceci génère des grandes fractures sociales et des grandes blessures humaines. Et je vois aujourd'hui que toute la population, toutes les associations s'organisent pour non seulement s'entraider, mais pour résoudre ce problème et ces problèmes sur le terrain. Et c'est absolument très, très émouvant de voir à quel point tout ce peuple est devenu, comment dire, actif pour secourir les uns les autres. Et je dirais que c'est un peuple qui vivra. En guise de conclusion, j'aimerais bien que vous disiez quelque chose, parce que c'est aussi important pour notre mouvement Solidarité et Progrès. Nous sommes un mouvement très attaché à la culture et nous pensons qu'une grande culture, une culture qui élève l'esprit, est fondamentale à toute république. Et je crois qu'il y a eu des initiatives culturelles aussi parmi les Syriens. Peut-être vous pouvez en dire un mot. Absolument. Donc, à l'occasion de congrès pour le dialogue en Syrie,
qui était organisée par le ministère de la Culture, justement. Donc il y a eu tout un tas de débats sur le rôle le rôle de chacun, le rôle de des intellectuels, le rôle des professeurs, les rôles. Mais en fait, dans la salle, il y avait des jeunes qui ont dit, nous, on voudrait parler de quelque chose. C'est une initiative qu'on mène depuis un an. Et c'était des jeunes filles, effectivement, des universitaires et des profs, etc., qui mènent une expérience de théâtre de rue à Homs, qui font participer tout le monde, en fait. Et l'idée, c'est qu'ils ont raconté leur expérience dans les coins les plus difficiles, c'est-à-dire elles vont même aussi dans les quartiers qui sont investis par les djihadistes qui Il sont faut dire que connus c'est pour à Homs être, que le djihadisme a été voilà, lancé et absolument, et s'est qui sont imposé. très intransigeants et qui coupent des têtes et qui coupent des membres, etc. Et donc, elles vont, elles discutent, et puis ils font du théâtre de rue sympathique qui fait participer tout le monde, qui pose les problèmes de la société et qui essaye de résoudre les choses par comment dire, par la beauté, je peux dire. Hein. Il y a aussi un autre mouvement d'autres jeunes qui ont pensé que c'était très important de réhabiliter les jardins parce que la verdure et les fleurs, etc., c'est la meilleure réconciliation de l'être avec la nature et avec lui-même pour aider à cicatriser toutes ces blessures. Donc, ils font ça en volontaire. En fait, il y a un travail de volontariat fantastique qui se développe. Hein. Et il y a des formateurs qui donnent aussi des formations, mais gratuitement. Il y a comment dire, des architectes qui réhabilitent les maisons des uns et des autres indifféremment, que ce soit des gens de l'opposition ou des gens qui sont dans la population pour le pouvoir ou en fait, ou pour la Syrie, même y compris des maisons de djihadistes qui ont été aussi réhabilitées gratuitement. Donc, tout cet élan social, il est absolument fantastique et tout ceci est spontané. Il y a très peu de choses qui sont organisées. Bien sûr, l'État facilite, hein, quand on lui demande, facilite les choses. Et donc, ces personnes qui ont demandé aussi à être aidées par le ministère de la Culture, qui était d'ailleurs, la ministre de la Culture était toute enchantée de faire leur connaissance et en mettant aussi là, à disposition des moyens, etc., parce qu'il faut des moyens minimum de vidéo, etc. Donc là, c'est très... Moi, j'avoue, j'ai été saisie au cœur, quoi, par toutes ces initiatives et par toute cette générosité que je connais du peuple syrien. Mais à ce point, je ne l'imaginais pas. Mais c'est une générosité créative aussi. Alors, il y a une autre initiative dont j'ai pris connaissance que je voudrais relater parce qu'elle est vraiment très intéressante. C'était comment dire, la célébration de la mère des victimes. Toutes les mères qui ont perdu des enfants. On dit les mères des martyrs, en fait, qui sont tombées, d'ailleurs, d'un côté comme de l'autre, hein, qui sont tombées dans ces événements. D'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire les mères de soldats qui sont tombés pour défendre le pays, mais comme aussi les mères des soi-disant djihadistes qui sont tombés parce qu'ils sont aussi, comment dire, pas détournés, ils sont... j'arrive plus à trouver le terme en français, qui ont été trompés. Et donc, cette initiative donne à chaque mère 10 enfants pour remplacer le sien. En fait, on donne à la dame 10 extraits de naissance qui correspondent à 10 enfants, pas enfants nécessairement, mais même des adultes, en fait, des jeunes, qui, pour eux, elle devient leur mère adoptive et eux, ils doivent s'occuper d'elle
complètement, c'est-à-dire s'occuper de ses courses, de ses soins, de l'aider dans la vie quotidienne, de lui assurer toutes les possibilités, etc. Et j'ai trouvé donc ces personnes, pourquoi 10? Parce qu'ils ont aussi leur vie, leur profession et leurs parents, etc. Mais c'est aussi une manière de remplacer et de reconnaître, je dirais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément touchée. C'est une initiative qui s'est déployée dans toute la Syrie. C'est un événement, quoi. Aïssa, avant de terminer, est-ce que vous avez quelques mots à dire? Vous êtes citoyenne française aussi. Est-ce que vous avez quelques mots à communiquer à nos concitoyens ici qui, par rapport à cette générosité dont vous parlez là et par rapport à d'autres problèmes, sont devenus, ou on a l'impression qu'ils sont devenus indifférents? En fait, je suis française aussi, tu fais bien de me faire parler à ce niveau-là comme citoyenne française. Je peux dire aussi que j'ai été à l'initiative aussi dans la création de la coordination pour le soutien de la souveraineté de la Syrie et contre l'ingérence, comme votre mouvement aussi d'ailleurs. Et donc nous soutenons par des actions politiques, par de l'information, la souveraineté de la Syrie. On fait de la contre-information ou de la réinformation, je peux dire, par rapport à ces médias mainstream qui continuent à cracher des mensonges, en fait. Je rappelle aussi, dernièrement, j'étais à Lille et on nous a, en fait, depuis 2 ans que j'essaye de faire des conférences à droite, à gauche pour réinformer sur la Syrie, en donnant des faits. Jamais je ne peux dire que j'ai dit je soutiens ou je soutiens pas, etc. Mais je donne les faits, tout simplement. Et tout simplement, les faits du terrain semblent agresser les gens qui sont contre la liberté d'expression en France, et malheureusement, ils sont nombreux, et ils sont au pouvoir, c'est le PS aussi. Et donc, on nous a enlevé la salle pour l'initiative à Paris pour la réunion du 23 mars. En dernière minute, il a fallu que je cours pour trouver la salle de l'AGK où la réunion s'est tenue aussi. À Lille, récemment, encore avant-hier, à Lille, on nous a enlevé la salle en dernière minute et la mairie a trouvé moyen quand même de changer la serrure de la salle qu'elle avait donnée à la coordination communiste qui a organisé l'événement. Ils ont changé la serrure parce que ils se sont rendus compte après qu'il ne fallait pas donner la salle. Et on a quand même réuni un monde intéressant. On s'est replié dans un restaurant. On était 100, 120 personnes pour parler de la Syrie. Et je peux dire que ceux qui prétendent porter la démocratie ou nous apprendre la démocratie en Syrie, eh ben, je crois qu'ils ont beaucoup à apprendre et qu'aujourd'hui, je peux lancer un appel à tous les Français. Une grande vigilance pour la démocratie qui se perd en France et la liberté d'expression est loin d'être le cas en France. Ça, c'est un premier point. Et donc un combat franco-français, vigilance pour la démocratie et les libertés en France. Et deuxième point, je pense qu'il est important que chacun de nous devienne aussi porteur de la vérité et un membre de la réinformation sur la Syrie. Et troisièmement, des revendications purement pour la Syrie. La Syrie souffre d'un tas de sanctions injustes qui lui sont tombées dessus à cause de mensonges justement des médias. Donc aujourd'hui, je peux dire, exigeons la levée immédiate de toutes les sanctions contre la Syrie et exigeons aussi le retour de tous les ambassadeurs à leur poste, hein, les ambassadeurs syriens, et la reprise des relations avec la Syrie, normalement, en tout respect et en tout respect de la souveraineté de la Syrie et en tout respect de la démocratie. C'est au peuple syrien de décider ceux qui le gouvernent, et ce n'est ni à la France, ni à l'Angleterre, ni aux États-Unis, ni au Qatar de nous imposer.
d'imposer au peuple syrien des dirigeants qu'ils n'ont jamais choisis. Merci Aïssa.